Bonjour à tous et merci pour cette introduction et pour l'invitation à cette journée. Donc je vais m'attarder maintenant plutôt sur la fraction organique des composés semi-volatiles et vous présenter ce qui se passe depuis l'émission jusqu'à leur devenir et évolution dans l'air ambiant. Donc, quand on parle d'aérosols organiques primaires, historiquement, en fait, on considérait que ces particules et les composés qui les composent sont totalement non volatiles. Ensuite, une notion de semi-volatilité a été introduite et au final, on s'aperçoit que tout composé organique est partagé entre les deux phases, la phase gazeuse et la phase particulière, et que ça va dépendre de leurs propriétés physico-chimiques et des conditions ambiantes. Donc, ce qui est représenté sur ce graphe à droite, où quand on est tout en haut à droite, on est à l'émission, et puis sur l'échelle de gauche, c'est la partition entre la phase gazeuse et la phase particulière. Donc à l'émission, où il y a tout qui peut être finalement en phase particulière, et quand on se déplace vers la gauche, notamment dans la partie jaune, dans des conditions d'air ambiant, avec des taux de dilution et des températures différentes, et on voit la courbe qui évolue vers un partage qui est plus déplacé vers la phase gazeuse également. Ça veut dire qu'il y a des composés qui se sont volatilisés. Mais il y en a d'autres qui, dans le même temps, se sont condensés. Donc, ce que l'on définit par composés organiques semi-volatiles, c'est des composés finalement qui sont condensables. Mais en fait, il y a un continuum de volatilité entre les particules et les composés organiques volatiles. C'est ce qu'on voit sur ce tableau, où tout en bas, on a les espèces volatiles, jusqu'à des espèces très faiblement volatiles, tout en haut du tableau. Donc, ça dépend de la pression de vapeur saturante, notamment. Et donc, on a des composés qui s'établissent, qui vont de la phase gazeuse jusqu'à la phase particulière et l'intermédiaire entre les deux. Et l'intermédiaire entre les deux, c'est tout ce qu'on appelle composé semi-volatile ou de volatilité intermédiaire. Et c'est les COSV, donc c'est les composés qui sont sous forme de particules après refroidissement et dilution des émissions. En fait, ça va poser au final un problème dans la mesure des particules et la prise en compte des COSV pour les inventaires d'émissions. Quand il y a plusieurs phénomènes qui vont avoir lieu dans l'atmosphère à partir du moment où on injecte les émissions, c'est-à-dire qu'on va avoir une baisse de la température qui va avoir tendance finalement à condenser les composés semi-volatiles de volatilité intermédiaire, et l'effet de la dilution qui va induire une revolatilisation de ces espèces. Et donc selon où on se place pour faire la mesure, donc sur ce graphe à gauche, quand on est tout à fait à gauche, on est à l'émission, il y a le taux de dilution qui se déplace vers la droite, et donc selon où on se place, finalement, on va se retrouver dans des conditions différentes. Quand on a un taux de dilution de l'ordre de 10 à 20, on va être beaucoup plus important que les mesures qu'on peut faire à l'émission, parce qu'il y a des choses qui vont se condenser. Et plus on est dilué, plus on va perdre des espèces, parce que les semi-volatiles seront volatilisés. Et c'est le graphe qui est repris à droite de Nussbaumer, qui présente à l'émission en fait, tout ce qui peut être émis. Donc en gris, c'est tout ce qui est particulière. Et en bleu, c'est ce qui est finalement la fraction condensable. Et selon les méthodes de mesure qui sont mises en évidence, on ne va pas forcément mesurer la même chose. Si on prélève les particules à l'émission juste sur filtre et à chaud, on va s'intéresser qu'à la fraction solide, particulière. Si on commence à intégrer dans la mesure des prélèvements avec des barboteurs, donc des isopropanol, on va pouvoir prélever aussi la fraction condensable qui est en bleu. Et si on utilise des méthodologies de tunnel à dilution ou de système de dilution et des dilutions plus ou moins importantes, on a ce que l'on a en jaune, et donc on a des pertes, on a des bouts qui ne vont pas être évalués. Et donc cette fraction semi-volatile va être très importante à être prise en compte dans les inventaires d'émissions, parce que sinon on sous-estime finalement les émissions de particules dans l'atmosphère, et ça a un impact derrière quand on va faire des modélisations de la qualité de l'air, etc., ou évaluer l'exposition des populations. Et donc, c'est un peu ce qu'on a essayé d'étudier sur un projet qui s'appelait Champs-Pro-Bois, qui est focalisé sur le chauffage au bois résidentiel. Et donc, dans le cadre de ce travail mené par l'INERIS, on a essayé de faire des mesures directement à l'émission, c'est-à-dire à une température de 200-350 degrés, en champ très proche, c'est-à-dire un facteur de dilution d'environ 10 à 20, des températures plus faibles, 30 à 50 degrés, et plus loin, en diluant encore plus, ce qu'on appelle les champs proches, avec un facteur de dilution de 500, et avec une température de l'ordre de grandeur de 500 degrés.
Et là, ce qui est représenté, c'est l'évolution finalement des facteurs d'émission de particules, de l'émission en champ proche. Donc en champ proche avec différentes méthodologies de calcul, d'évaluation des particules. Et ce que l'on voit, c'est qu'on n'a pas forcément d'évolution notable des facteurs d'émission entre ces deux points de mesure. Donc on a bien une condensation des espèces semi-volatiles qui étaient émises à l'émission, elles ont le temps de se condenser, ce que l'on obtient finalement après ce facteur de dilution de 500. Quand on regarde plus en détail et qu'on va regarder finalement des composés à une échelle moléculaire, typiquement comme les HAP, sont typiquement des espèces semi-volatiles organiques, et que l'on regarde ce qui se passe de l'émission au champ très proche, donc sur l'échelle de droite, et là c'est présenté selon les HAP, selon leur masse moléculaire croissante, il y a tout un tas d'espèces qui ont été mesurées, et donc là on regarde la fraction particulière en pourcentage de ces espèces. Et on voit que les espèces les plus légères, c'est tout bleu, ça veut dire qu'elles étaient émises en phase gazeuse, sont restées en phase gazeuse. Tout à droite, on a des espèces qui étaient émises en phase particulière, qui sont restées en phase particulière. Et au milieu, on a l'intervalle des espèces semi-volatiles qui peuvent être émises en phase gazeuse à la base, mais qui peuvent aussi se condenser finalement quand on va de l'émission jusqu'au champ très proche. Si on regarde d'autres espèces, les dérivés nitrés et oxygénés des HAP, et que l'on regarde finalement les ratios individuels de ces composés par rapport à leur HAP parent, on voit entre l'émission et le champ proche, donc de gauche à droite, une évolution de ces ratios. Ça veut dire qu'en fait, là, il y a des processus d'oxydation qui sont en jeu et on a une formation secondaire de ces espèces nitrées et oxygénées. Donc ça veut dire qu'entre ce qui se passe à l'émission, et ce que l'on appelle l'aérosol organique primaire, et ce que l'on obtient à partir du moment de l'injection dans l'air ambiant, il y a déjà des processus d'oxydation qui se mettent en jeu, et c'est ce qu'on appelle l'aérosol organique primaire, mais déjà oxydé. Et ça, c'est des choses qui sont à prendre en compte aussi quand on veut faire les inventaires d'émissions et évaluer, utiliser ces données de point de vue de modélisation de chimie atmosphérique. Tout ça, ça amène en fait à ce qui se passe dans l'atmosphère. Donc en fait, les composés organiques volatiles ou les composés organiques semi-volatiles, ils vont évoluer dans l'atmosphère, ils vont réagir à différents oxydants. Typiquement, l'oxydant le plus connu, c'est l'ozone, mais il y a d'autres oxydants plus importants, comme les radicaux H, nitrates, etc. Et la réaction de ces espèces va amener à la formation de nouvelles particules ou de nouvelles espèces qui vont condenser sur les particules, et c'est ce qu'on appelle la formation d'aérosols organiques secondaires. Et si je reprends le schéma auparavant et qu'on rajoute cette partie-là, ce qui se passe dans l'air ambiant, mais finalement, quand on fait la mesure de ce qu'il y a dans l'air ambiant, il y a cette fraction particulière vraiment primaire qui est en gris, et après il y a toute la partie secondaire qui est aussi à prendre en compte, cet aérosol organique secondaire. Et c'est très important parce que sinon on est très loin de faire le bilan de masse par rapport à ce qui était émis au départ. Et pour pouvoir étudier ça, il y a différents systèmes qui existent et on peut étudier ça directement sur les sources d'émissions. Donc on peut utiliser ce que l'on appelle un réacteur à flux d'oxydation, ou FR, qui va permettre de simuler les processus qu'il y a dans l'atmosphère, les processus chimiques notamment, et en oxydant très rapidement les émissions avec un temps de résidence dans le réacteur de 1 à 2 minutes, et on va simuler le vieillissement qu'il peut y avoir dans l'atmosphère de 1 à 10 ou 20 jours de vieillissement, ou de 1 à 3 nuits de vieillissement selon les oxydants que l'on utilise. Et donc du coup, on obtient des émissions vieillies ou juste des AOS purs, ça dépend comment on fait le travail. On peut collecter des échantillons qui vont permettre de faire des études en termes de la composition chimique, la forme, la taille, ou même des études de toxicité des particules. On peut aussi avoir une caractérisation en temps réel des phases gazeuses et des phases particulières. Et tout ceci va nous permettre derrière, on va revenir en arrière, d'évaluer le potentiel de formation d'AOS, différentes sources d'émissions, d'évaluer, de comprendre les mécanismes de formation de ces particules et d'évaluer le potentiel toxique de ces particules. Donc c'est ce que l'on a pu faire par exemple là, dans ce cas-là, sur des véhicules légers, essence ou diesel, avec des tests qui sont faits sur banc à rouleau, donc en collaboration avec l'université Gustave Eiffel, et suivant différents cycles de conduite. Là, ce qui est représenté tout à fait en haut, c'est le cycle harmonisé mondial, le cycle de conduite qui doit être testé, et avec l'évolution de la vitesse que l'on obtient avec le véhicule.
Et on a les deux graphes du bas qui montrent la composition chimique, notamment en termes de matière organique, qui est en vert, au cours du cycle, pour les émissions primaires tout en bas, et pour les émissions vieillies, qui est au-dessus. Si on regarde l'échelle, on a des différences majeures de concentration qui sont obtenues, et finalement, en termes d'AOS ou d'aérosols organiques primaires vieillis, on a 6 à 12 fois plus d'émissions par rapport aux émissions primaires particulières qui étaient au départ. Donc on a formé beaucoup de choses à partir des composés organiques volatiles et semi-volatiles. Faire la même chose à partir des émissions de poêles ou de chaudières à bûches et à granulés. Donc c'est un projet qui est en cours qui s'appelle EPOCHAG. C'est surtout pour les systèmes à bûches que l'on a énormément de formations d'aérosols organiques secondaires, parce qu'on a énormément d'émissions de COV et de composés organiques semi-volatiles. Et on voit aussi là que l'on a finalement 1,5 à 80 fois plus d'aérosols organiques secondaires que des aérosols organiques primaires et initiaux. Donc ça veut dire que les émissions de ces sources sont très importantes et vont contribuer majoritairement à la formation d'aérosols organiques secondaires dans l'atmosphère. Et donc c'est très important de comprendre comment ces particules sont formées, quels impacts elles peuvent avoir derrière d'un point de vue qualité de l'air ou sur la santé, mais aussi sur le climat. Si on veut s'intéresser aux espèces organiques, c'est un peu compliqué d'avoir une description chimique détaillée parce qu'il y a des milliers de molécules en présence. Et donc, il faut avoir d'autres stratégies. Et une des stratégies, notamment pour les modèles de la qualité de l'air, qui fonctionnent par classe de volatilité, c'est d'aller étudier les composés organiques selon leur classe de volatilité, faisant des prélèvements adaptés et des analyses spécifiques, d'une certaine manière. Je ne vais pas rentrer en détail. Et là, c'est ce que l'on a fait pour différents véhicules légers, essence ou diesel, de Euro 3 à Euro 5, avec différents systèmes de traitement. Et ce qui est présenté sur ce graphe, c'est la proportion finalement des composés organiques volatiles, des composés de volatilité intermédiaire et des composés semi-volatiles. Et donc ce qu'on s'aperçoit, c'est que pour les véhicules Euro 3, Euro 5 essence et Euro 5 diesel, celui avec un filtre particule catalysé, les COV sont majoritaires, ils sont en bleu clair. Les composés organiques de volatilité intermédiaire, les COV, sont à peu près équivalents pour les autres véhicules, sauf le véhicule Euro 5 diesel, où les COVI sont majoritaires. Et pour le dernier véhicule, vraiment le plus récent, un Euro 5 diesel, V8, tout à fait à droite, on a cette partie, on va dire, violette, qui est où on a une part significative des COSV en phase gazeuse. Et ceci s'explique parce que, finalement, les véhicules les plus modernes, notamment diesel, ils ont des systèmes de post-traitement très performants en termes de filtres à particules. Donc on a des émissions primaires de particules qui sont beaucoup plus faibles. Et finalement, s'il n'y a pas de matière solide, s'il n'y a pas de particules, les COSV vont trouver rien pour se condenser et ils vont rester en phase gazeuse. Et donc c'est après qu'ils vont réagir pour former des aérosols organiques secondaires une fois dans l'atmosphère. À partir de ces données, on peut évaluer les émissions nationales de composés organiques de volatilité intermédiaire en utilisant les tables de spéciation du CITEPA, qui fait les inventaires d'émissions en France, à partir des émissions de composés organiques volatiles non méthaniques, parce qu'il n'y a que ça dans les inventaires. Donc à partir des mesures que l'on a fait, ça a permis d'évaluer les émissions de composés de volatilité intermédiaire. Et finalement, il y a 25% des COV non méthaniques qui sont des COVI et qui sont émis à l'achappement des véhicules diesel et environ 33% pour les véhicules essence. Il faut continuer ce travail en utilisant les tables de spéciation pour évaluer les émissions de COVI d'autres secteurs. Donc on s'est intéressé à d'autres secteurs, notamment le secteur des solvants, où il y a environ 17 à 38% des émissions qui pourraient être des COVI. Et quand on regarde le secteur des solvants, il représente les 3/4 des émissions de COVI. Et à partir de ce travail, on peut évaluer la formation d'OS dans l'atmosphère. Et surtout, on peut utiliser des modèles de chimie transport, le modèle de Chimère, pour faire la simulation sur l'année sur l'Europe de ce qui se passe. Et on regarde l'évolution de la formation d'OS des COVI. Et on voit que l'on a une saisonnalité marquée avec des formations d'OS plus importantes en été
Et surtout, quand on regarde la distribution géographique, on voit qu'il y a une majorité des COVI, d'AOS des COVI qui proviennent de l'Europe centrale, qui peut représenter jusqu'à 2 microgrammes par mètre cube. Et 50 à 80% de l'AOS anthropique, il est dû à ces émissions de COVI qui est en lien avec le secteur des solvants, ce qui met en avant que le secteur industriel et de fabrication de produits de consommation ou d'utilisation de produits de consommation, il est prépondérant pour les émissions de COVI, ce que l'on appelle les volatile chemical products, et ça rejoint d'autres études qui ont été réalisées aux États-Unis ou en Chine. Et voilà, je vous remercie de votre attention.